Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Un avion qui s'écrase sur un quartier résidentiel à Karachi au Pakistan. Au moins une centaine de personnes sont mortes. Le pilote a fait état d'un problème technique juste avant le crash. Nous verrons quelles sont les principales hypothèses. En France, les premiers tests sérologiques homologués par le ministère de la Santé. Certains seront disponibles en pharmacie avec un résultat en 15 minutes. Mais vous le verrez, les Français n'ont pas attendu cela pour se ruer dans les laboratoires. Le second tour des municipales se tiendra bien le 28 juin prochain. Confirmation d'Édouard Philippe aujourd'hui. Un tiers des électeurs sont donc invités à retourner aux urnes. Mais il faudra porter un masque. Nous irons aussi en Vendée où Philippe de Villiers n'a pas attendu la confirmation officielle du gouvernement pour annoncer lui-même la réouverture du Puy du Fou le 11 juin prochain. Le deuxième parc d'attractions qui s'attelle maintenant à l'épineuse question de l'accueil du public. Et puis, est-il encore possible de draguer quand le masque et la peur de l'autre ont envahi l'espace public? Les 8 millions de célibataires français seront sans doute très heureux d'apprendre que le Covid-19 n'a pas encore eu raison de la séduction. Les témoins parlent d'un avion qui volait tellement bas que les murs ont tremblé. C'est en arrivant sur l'aéroport de Karachi, première ville du Pakistan, que l'appareil s'est écrasé sur un quartier résidentiel. Un A320 qui comptait à son bord 98 personnes, une seule a survécu. Au sol, le nombre de victimes est toujours difficile à déterminer, mais les autorités parlent de 40 morts. Patricia Lémonière. Voici les images du vol de la Pakistan Airlines. Il survole un quartier très peuplé, proche de l'aéroport. Sur un toit, une caméra de surveillance capte la même scène. Plus rien. L'avion de la compagnie vient de s'écraser sur un quartier résidentiel de Karachi, éventrant des maisons, créant la panique parmi les habitants. Il y a eu un bruit terrible, comme un tremblement de terre. On avait l'impression que les murs et les réservoirs d'eau explosaient. Au milieu des décombres, la carcasse de l'avion. Et puis ce blessé. Un rescapé du crash, Zafar Massoud, célèbre banquier pakistanais, il a survécu, selon les sites d'information. Scène de guerre. Avec ses habitants que l'on sort des maisons éventrées. Ou ses enfants, conduits à l'hôpital par un militaire. Combien de personnes sont mortes? Trop tôt pour le dire. L'avion transportait 91 passagers et 7 membres d'équipage que l'on voit ici sur cette photo qui circule sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a tous les anonymes qui ont disparu, emportés lors de l'impact de l'avion s'écrasant sur leur maison. Je me suis précipité dehors pour aider. J'ai vu le cockpit devant moi et dedans un des pilotes sans vie. L'avion, un Airbus A320, venait de Lahore. Alors qu'il s'approche de l'aéroport de Karachi, le pilote s'adresse à la tour de contrôle. Écoutez. On n'a plus de moteur. Essayez d'atterrir. Au secours. Ce sont ses derniers mots. Sur cette photo diffusée par un site de passionnés d'aviation, on remarque 2 réacteurs hors d'état de marche. Le train d'atterrissage n'est pas sorti. L'appareil va s'écraser quelques instants plus tard à moins de 400 mètres de la piste, comme on peut le voir sur cette autre vidéo prise par un passager d'un avion en train d'atterrir. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi cette première liste des tests sérologiques homologués par l'État. 23 tests dont l'efficacité a été validée. Certains seront bientôt disponibles en pharmacie avec un résultat quasi immédiat. Une bonne nouvelle pour les laboratoires submergés de demandes ces dernières semaines. Marc de Chevigny et Pauline Lormand. Pendant des mois, on lui a réclamé des masques. Mais désormais, ce que tout le monde veut, c'est un test. On nous demande quand est-ce qu'ils seront disponibles, ça c'est évident. On a une grosse partie de la population, si ce n'est la majorité, qui souhaite savoir si elle peut se faire tester. Oui. Ces tests bientôt disponibles pourraient coûter une vingtaine d'euros. Les clients, eux, en attendent presque toujours un résultat positif. Le signe donc qu'ils ont été infectés. Ce sera plus pratique pour les gens que de se présenter dans les hôpitaux, chez leur médecin. Il se peut que je l'ai eu sans le savoir justement, donc je serais bien intéressé de savoir si justement j'ai été impacté ou pas. L'attraper, je préférais être tranquille, que ça fait 2 mois qu'on est confiné.
savoir que je l'ai déjà eu et pouvoir ressortir tranquillement, être peut-être immunisé. L'immunité, c'est la question centrale de ces tests rapides. Et ils n'y répondent pas vraiment. Je vais m'y soumettre auprès d'un médecin biologiste qui les utilise à l'hôpital. Le procédé est simple, un peu de sang piqué au bout du doigt, quelques gouttes de réactif. Et après 15 minutes de patience, mon test est négatif. Vous n'avez pas été infecté par le virus. Ou alors très récemment, c'est-à-dire dans un délai qui est de moins de 15 jours. Et vous êtes dans ces cas-là en pleine phase d'incubation et peut-être porteur asymptomatique. Supposons maintenant que mon test ait été positif. Je n'aurais pas été soulagé, car l'immunité totale et définitive n'est pas à ce jour garantie. De plus, je pourrais être toujours contagieux. On a la moitié des patients qui vont commencer à développer des anticorps à partir du 8e jour, 9e jour à peu près. Mais ils peuvent continuer à être infectieux, c'est-à-dire à avoir du virus dans leur cavité buccale et à cracher du virus jusqu'à plus de 30 jours. Donc c'est pas parce que le test est positif qu'on n'est pas encore contagieux. Des résultats délicats à interpréter donc. Il est d'ailleurs déconseillé de les utiliser seuls chez soi. Pourtant la demande explose. Et ici, on compte bien y répondre. Cette PME bretonne était spécialiste des tests de grossesse. Depuis 3 mois, elle a changé les réactifs sur ses baguettes et mis le pied sur l'accélérateur industriel. On a commandé déjà 5 machines automatiques. On s'est donné l'objectif d'avoir à fin août 2 millions de tests par mois. En attendant, 2 équipes emballent manuellement les tests 16 heures par jour, y compris ce week-end de l'Ascension. Ces lots-là vont partir aux hôpitaux de Paris. L'entreprise familiale a même dû monter en quelques semaines un second site, 2 fois plus grand. Ici, seront bientôt stockés des millions de tests qui pourraient aussi servir à mesurer l'efficacité d'une éventuelle vaccination sur la population. Et ce soir, la Direction générale de la santé annonce qu'il y a désormais 1701 personnes en réanimation, un chiffre qui continue de baisser. Une tendance qui se poursuit donc toujours 11 jours après le début du déconfinement. Et pourtant, certains scientifiques viennent tempérer cet optimisme. Pour la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la question n'est pas de savoir s'il y aura une seconde vague, mais quand. D'autres, au contraire, vous allez l'entendre, n'y croient pas du tout. Débat compliqué à trancher. Hortense Villatte, Anthony Lebos et David Borny. Et si nous étions finalement plusieurs millions de Français à avoir été en contact avec le virus? C'est ce qu'affirme cette étude de l'INSERM. Plutôt que de se baser sur les seuls cas confirmés, c'est-à-dire le nombre de patients testés positifs, elle a pris en compte tous les cas de suspicion de Covid, des données émanant de médecins généralistes. Conclusion, une large partie de la population susceptible d'avoir été malade serait déjà immunisée. Au bout du compte, on trouve 12,5 millions de personnes touchées. Il y a de fortes probabilités pour que tous les susceptibles aient été déjà en contact avec le virus. Donc pas de deuxième vague. Cette deuxième vague n'a d'ailleurs pas eu lieu dans les autres pays européens. En République tchèque et en Autriche par exemple, déconfinés le 9 et le 14 avril, les nouveaux cas et le nombre d'hospitalisations baissent quotidiennement. Cela pourrait être lié à la saison. Le coronavirus préférerait un climat frais. C'est pourquoi, après avoir touché l'hémisphère nord, il est actuellement présent dans l'hémisphère sud, qui approche de l'hiver. Une deuxième vague semble donc peu probable chez nous, en tout cas à court terme. On peut espérer qu'ayant eu cette première vague qui a été relativement importante dans la plupart des pays européens, eh bien, on ne reverra pas de vague épidémique nouvelle avant l'hiver prochain. Et puis on peut espérer également que le virus aura perdu un peu de sa virulence. Un virus moins virulent, mais pour autant pas totalement éradiqué. C'est pourquoi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies insiste. Le respect des règles de distanciation sera primordial en cas de reprise de la pandémie. Rebonsoir Gérald. Rebonsoir Claire. Alors au-delà de la seconde vague dont on parlait à l'instant, certains patients intriguent
les médecins. Il s'agit de patients qui ont développé le Covid et qui ont des symptômes, de nouveaux symptômes jusqu'à 30 ou 45 jours après. Comment l'expliquer? Alors, on ne l'explique pas encore. On a deux études qui vont être démarrées justement sur ces patients, plutôt des femmes d'ailleurs, autour de 40 ans, qui développent des symptômes en plusieurs phases finalement. Première phase de symptômes, des symptômes classiques avec une fatigue, la période aiguë, perte de goût, oppression thoracique, des douleurs musculaires. C'est la phase qui va durer 15 jours. Et puis, 15 jours après, les choses vont mieux, les symptômes diminuent. C'est ce qu'on pourrait appeler une espèce de lune de miel et on pense à une guérison. Mais malheureusement, 30 jours après, jusqu'à 45 jours, les symptômes vont réapparaître, les mêmes symptômes que la phase initiale, avec justement cette fatigue, ces douleurs musculaires, sans que les tests ne soient positifs. Quand on fait des tests sérologiques ou des tests par exemple de dépistage, le virus n'est pas forcément présent et c'est ce qui intrigue les médecins avec ces phases qui concernent 5% environ des patients. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'aucune hospitalisation et aucune forme grave. C'est probablement le système immunitaire, le virus qui a déclenché quelque chose, une réaction immunitaire qu'on a du mal à comprendre. Merci beaucoup Gérald pour ces explications. Voilà maintenant une question qui concerne un tiers des électeurs français. Le second tour des élections municipales aura bien lieu le 28 juin prochain, en tout cas si la situation sanitaire le permet à ce moment-là. Le Premier ministre a confirmé cette date qui circulait depuis quelques jours. Cela permet de ne pas devoir réorganiser le premier tour, ce qui aurait été le cas après l'été. Alors la mesure fait-elle pour autant l'unanimité? Reportage Marie Chantret, Guillaume Torel et Guillaume Gruber. De ces urnes en mars dernier sont sortis les noms de plus de 30 000 maires élus dès le premier tour. À voter. Il en reste environ 5 000 à élire. Dans des grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon, en tout, plus de 16 millions d'électeurs sont concernés. Ces derniers jours, le gouvernement a consulté les partis politiques. Quelle date pour le second tour? L'exécutif a tranché, ce sera le 28 juin. Après avoir pesé le pour et le contre, nous pensons que la vie démocratique, elle aussi, doit reprendre tous ses droits. Une date susceptible d'être modifiée si l'épidémie devait s'intensifier. Un point sera fait dans 2 semaines. Une élection, oui, mais pas dans n'importe quelles conditions. La campagne électorale ne doit pas devenir un facteur de circulation du virus. Il conviendra donc de faire campagne différemment. Fini donc distribution de tracts, porte-à-porte ou encore les réunions publiques. Vive la campagne numérique quand c'est possible. Au Havre, la ville où Édouard Philippe est d'ailleurs candidat, son adversaire a déjà imaginé quelques solutions. Il faut inventer des espaces nouveaux, il faut des moyens nouveaux. Peut-être qu'au lieu de distribuer un tract sur les marchés, on prendra le mégaphone et on expliquera ce qu'il y a dans le tract. Ça va nous ramener à des campagnes électorales d'antan. Le jour J, dans les bureaux de vote, le masque sera obligatoire pour tous. Et comme au premier tour, un stylo personnel demandé, le gel hydroalcoolique sera fourni. Laurent Hénard fait partie de ces élus contre un second tour au mois de juin. Candidat à sa succession, selon lui, beaucoup de questions restent sans réponse. S'il n'y a pas assez d'assesseurs, et on sait qu'on va manquer d'assesseurs, Nancy, 57 bureaux de vote, 700 assesseurs. Beaucoup de personnes âgées qui ne seront pas là. Ça veut dire qu'il va falloir réquisitionner des fonctionnaires. L'accès au vote par procuration sera aussi facilité, notamment pour les personnes en EHPAD. Un officier pourra se rendre sur place pour recueillir les demandes. Cela suffira-t-il pour mobiliser les électeurs? Sentiment très partagé. Il faut qu'on en finisse. On ne va pas encore attendre 6 mois. Pour moi, il n'y a pas urgence à ce point-là. Ça aurait pu très bien être en septembre. Y retourner, je me poserais quand même la question d'y aller une deuxième fois, sincèrement. Oui. Le 15 mars avait été marqué par un bond massif de l'abstention. Ce deuxième tour pourrait peut-être atteindre des records. Le groupe Renault joue sa survie et pourrait disparaître. Cette phrase très forte, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui l'a prononcée ce matin. Vous le savez, l'État est sur le point d'accorder un prêt de 5 milliards d'euros à l'entreprise qui traverse sa plus grave crise depuis les années 80. Alors comment expliquer la chute d'une telle icône industrielle? Écoutez les explications rassemblées pour nous par Justine Corbillon et Mathieu Desmoulins. Premier jour de travail, après plus de 2 mois de fermeture. Les salariés de l'usine Renault de Sandouville ont tous le même sentiment. Content de reprendre. Ça fait du bien. Ça c'est sûr, j'avais hâte de reprendre. Le soulagement, sauf qu'au même moment à la radio, le ministre de l'économie fait cette annonce. Oui, Renault peut disparaître. Alors comment ce fleuron de l'industrie française en est-il arrivé là? Ces difficultés datent de bien avant la crise du Covid.
y a-t-il eu des erreurs stratégiques? En octobre 2017, le patron de l'époque, Carlos Ghosn, affiche en tout cas d'énormes ambitions. Notre objectif est d'augmenter nos ventes de 40% pour atteindre 5 millions de véhicules vendus à la fin de 2022. 21 nouveaux modèles de voitures sont créés, 18 milliards d'euros sont investis pour partir à la conquête des pays émergents. Sauf que 3 ans plus tard... L'essentiel des marchés sur lesquels avait misé Renault, la Turquie, l'Argentine, la Russie, ont commencé à reculer très fortement dès 2018-2019 et fatalement ça s'est ressenti sur les résultats. L'an dernier, Renault se retrouve dans le rouge pour la première fois depuis 10 ans et annonce la perte de 141 millions d'euros. Une entreprise qui n'est plus rentable et plus vraiment créative non plus. L'échec de certains modèles va lui faire prendre du retard. Les berlines comme la Talisman, les familiales comme l'Espace ne se vendent pas, alors que pendant ce temps-là, chez la concurrence... PSA a réussi plutôt des bons coups, on peut penser au 3008, qui est un SUV qui répond exactement à l'attente du marché, qui n'a pas aujourd'hui son équivalent chez Renault. Enfin, difficile de rebondir quand une entreprise se retrouve sans direction. Novembre 2018, Carlos Ghosn est arrêté au Japon. Et si Jean-Dominique Sénard lui succède, l'entreprise attend toujours son futur chef. Car c'est l'Italien Luca Di Meo qui a été désigné depuis des semaines, mais il ne pourra arriver qu'en juillet à cause d'une clause de non-concurrence avec son précédent employeur. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Redresser les comptes sans faire de casse sociale, est-ce que c'est possible pour Renault? Écoutez, on peut vraiment en douter. Surcapacité, modèle vieilli, c'est une crise grave mais classique que traverse Renault. D'autres constructeurs l'ont connu. En 2014, c'était Peugeot qui était en danger de mort. Auparavant, General Motors ou Chrysler ou Fiat, tous ont rebondi en fermant des usines et en investissant dans une gamme neuve. Il faut de l'argent pour cela, bien sûr. Renault va recevoir les 5 milliards prêtés par le contribuable. Quant aux contreparties que l'État fait mine de demander, elles n'éviteront pas les suppressions d'emplois, tant chez les cols bleus que chez les cols blancs. En France comme à l'étranger, Renault va rétrécir et c'est la condition pour redémarrer. Quant à relocaliser, difficile pour des petites voitures comme la Clio, sauf à en augmenter le prix pour l'acheteur de 1 500 €. La production en France ne sera rentable qu'avec de nouveaux modèles dans le moyen et haut de gamme, compatibles avec nos coûts de production parce que vendus plus cher. C'est le vieux problème de l'automobile tricolore, elle s'est spécialisée dans les petites voitures, ce qui l'a forcé à délocaliser davantage. Merci beaucoup François pour cette analyse. Alors on va continuer à parler de la voiture avec cet embouteillage, si je puis dire, dans les centres de contrôle technique. Après 2 mois de fermeture, difficile de rattraper le retard. Le gouvernement a accordé 3 mois supplémentaires aux automobilistes, mais cette tolérance prendra fin le 23 juin prochain. Fabien Chadeau et Jean-Yves Chamblet. Comme d'habitude, ils pensaient avoir une place sans rendez-vous. Nous sommes totalement pleins aujourd'hui. Ah oui? On a de la place, je crois, dans à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Bonjour. Lui, au contraire, avait anticipé. J'ai pris rendez-vous au tout début mai, en sachant que j'étais déjà en fin de contrôle technique. Et les premières dates possibles, c'était aujourd'hui. Comme eux, les clients défilent toute la journée dans l'espoir d'obtenir un créneau. J'ai jamais eu ça. On était déjà chargé, mais là c'est bien plus qu'avant. Et comme je vous dis, avant, on travaillait sans rendez-vous. On pouvait accepter des gens, mais là, c'est totalement impossible. Les rendez-vous sont pleins sur des semaines à venir. Un planning surchargé, car il était impossible de faire contrôler son véhicule pendant le confinement. Les centres étaient fermés et les déplacements interdits. Pour ne pas pénaliser les automobilistes, le gouvernement a donc octroyé un délai supplémentaire. Ceux dont le contrôle technique a expiré après le 12 mars ont jusqu'au 23 juin pour le réaliser. Au-delà, ils s'exposent à une amende. Les professionnels, eux, estiment que c'est insuffisant pour rattraper le retard. Mathématiquement, il faudrait que chaque contrôleur fasse au moins 35 voitures par jour, ce qui n'est pas possible. Un contrôleur fait un contrôle technique en moyenne en 40 minutes à peu près. Donc ce qui fait sur 8 heures une douzaine de voitures. Ce qu'on demande, c'est que le délai soit allongé pour qu'on puisse faire notre travail correctement. 2 millions de véhicules peuvent être contrôlés chaque mois dans les 6000 centres en France. Or, il y en a 3 millions de plus à absorber. Le gouvernement pourrait accorder un nouveau délai au-delà du 23 juin. On va rester au volant quelques instants avec cette nouvelle sanction qui vient d'entrer en vigueur aujourd'hui. Auparavant, avoir son téléphone en main vous exposait à 135 € d'amende et 3 points en moins sur votre permis. Et bien dorénavant, si le fait de téléphoner vous amène aussi à commettre une autre infraction, comme l'oubli d'un clignotant, votre permis sera immédiatement suspendu. Victoria David et Jean-Yves May. Sur la route, il y a les bons et les mauvais élèves. Oui, je téléphone au volant. Franchement, j'ai aucun état d'âme.
Par moment, je suis tenté de répondre à un texto, mais vu que j'ai souvent des enfants dans la voiture, donc je prends pas ce risque. Au téléphone, on s'excite et on n'a pas les mêmes réflexes. Et on risque gros. Désormais, votre permis sera retiré sur le champ si vous avez votre téléphone en main et commettez en même temps une autre infraction, comme brûler un feu rouge, franchir une ligne blanche ou commettre un excès de vitesse. Je pense que c'est un petit peu abusé, c'est exagéré. C'est trop dur comme... Et on peut perdre des points mais pas suspendre le permis, quoi. Une nouvelle sanction qui s'applique uniquement quand vous tenez le téléphone à la main. Pas de retrait de permis si vous utilisez une oreillette, pourtant interdite, ou si votre voiture est équipée d'un support main libre ou du Bluetooth. J'ai la chance d'avoir les communications qui sont basculées directement dans la voiture. C'est sûr qu'au niveau de l'attention, il faut vraiment être vigilant. Car le téléphone fait encore de nombreuses victimes. Il est responsable d'1 accident sur 10 en France. Les automobilistes savent pour la plupart d'entre eux que le téléphone en main est interdit. Néanmoins, parfois, ils confondent leur véhicule avec leur bureau, ils échangent des SMS. Ça multiplie par 3 pratiquement le risque d'avoir un accident, d'en commettre un. Autre changement au volant, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus obligatoire de posséder un éthylotest dans sa voiture. Je vous propose de partir maintenant en Vendée où Philippe de Villiers bataille depuis des semaines pour obtenir la réouverture du Puy du Fou dont il est le fondateur. Un lobbying exercé jusqu'au sommet de l'État et hier, avant même toute officialisation, il a grillé la politesse au gouvernement en annonçant lui-même la date du 11 juin prochain. Le deuxième parc d'attractions de France va maintenant devoir préparer l'accueil du public, ce qui n'est pas une mince affaire, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Sylvie Pinatel et Florian Le Goïc. On va commencer par les figures tranquilles, les gars, au début, hein? Tranquille, mais pas tant que ça. Ils piaffent d'impatience. Chevaux et cavaliers répètent en sachant désormais que le public sera là pour les applaudir dès le 11 juin. Ça va être des retrouvailles tardives, mais voilà, ça va être un instant de joie pour tout le monde. Pour le week-end de l'Ascension l'an dernier, le Puy du Fou avait accueilli plus de 50 000 visiteurs. Le spectacle des Noces de Feu, c'est notre nouveau spectacle, c'est la nouveauté de cette année. Voilà 2 mois que le deuxième parc d'attractions français aurait dû rouvrir. Son président estime à plus de 30 millions d'euros le montant des pertes, mais se dit fin prêt à accueillir à nouveau le public. D'abord, nous organisons la circulation de nos visiteurs à l'intérieur du site qui fait 150 hectares en plein air, il faut le rappeler, de telle sorte qu'il n'y ait pas de croisement de flux, que les personnes ne s'agglutinent pas au même endroit, au même instant. On organise les entrées, les sorties de spectacle en utilisant davantage de sorties de secours, par exemple, avec à chaque fois des mesures de désinfection de tous les lieux traversés par le public. Des mesures sanitaires indispensables pour accueillir et héberger les clients. C'est le nouvel hôtel du Puy du Fou qui n'a pas encore connu de visiteurs. On est au XVIIe siècle, donc c'est le roi Soleil qui vous accueille. Un accueil parfaitement classique, avec cependant quelques anachronismes. Ça, c'est le petit gel hydroalcoolique. Oui, made in Puy du Fou, fabriqué ici au Puy du Fou. Un restaurant de 400 couverts, une centaine de chambres, 2 ans de travaux qui ont coûté 20 millions d'euros. L'hôtel 4 étoiles attend ses clients. Les réservations ont bondi, ont été multipliées par 10 rien que sur la journée d'hier. Renouer avec son succès et ses 2 millions de visiteurs l'an dernier, mais aussi assurer la sécurité de ses employés. 2500 personnes dont les comédiens porteront le masque à chaque fois qu'une scène l'exigera. Olivier, le chef costumier, a tout prévu. Donc le masque en dessous qui est lavable. Voilà, chacun en a un set de 5 pour sa journée. Et quoi de plus normal finalement que de porter un masque quand on joue un révolutionnaire vendéen. C'est parti. Le ciel du Puy du Fou va pouvoir enfin retrouver ses stars, les rapaces et leurs fauconniers qui ont trouvé l'hiver un peu long. Et moins de simulation mais aussi moins de vol parce qu'on n'a pas pu s'entraîner comme on voulait. Donc ils ont pris du poids et vous aussi? Complètement. Mais rien qui ne devrait gâcher les retrouvailles entre le Puy du Fou et son public. Autre secteur qui s'arrache les cheveux en ce moment, celui des gîtes et des chambres d'hôtes, des structures qui sont 70 000 en France et qui sont tenues, vous le savez, par des particuliers, des propriétaires bien démunis aujourd'hui face aux mesures sanitaires demandées. Reportage dans le Loiret avec Antoine de Pressigou et Alexandre Godin. À louer
Chambre de charme, calme absolu. Frédéric et Caroline ont le sourire. Leur maison d'hôte est complète ce week-end. Alors tu vois là par exemple, ce soir les 2 chambres sont prises. J'ai 2 chambres mais j'en aurais eu 50 ce week-end, je pense que je les remplissais aisément. Après une longue fermeture, ils viennent tout juste de rouvrir au prix d'un investissement. C'est des produits pour nettoyer dans les labos. Plutôt conséquent. Il y a 300 €. C'est parce que j'ai eu des consignes de Gîtes de France. Et il y en a 12 pages je crois. Des règles très strictes pour avoir le droit de rouvrir. C'est simple, il faut régulièrement désinfecter à peu près toute la maison et à l'extérieur. Par exemple, si on a un hôte qui s'assoit ici, qui discute un peu, qui pose ses mains, il faut très rapidement désinfecter. Beaucoup de travail en plus, et encore ici, il n'y a que 2 chambres. Imaginez pour un gîte beaucoup plus grand. Par exemple, cette ferme, 265 mètres carrés à nettoyer. Donc, comme vous pouvez le voir, on est quand même un grand gîte, donc on a beaucoup de vaisselle et il faut tout désinfecter entre chaque passage de client. Second casse-tête, à l'étage, dans les chambres. Pour faire bien les choses, nous sommes censés à la base laver les rideaux entre chaque passage d'hôte. D'abord on aère toutes les pièces et ensuite on enlève tous les rideaux et on est obligé de les laver à 60. Une énorme perte de temps et surtout d'argent. Pour tout désinfecter, cette propriétaire est obligée d'espacer les réservations. 4 jours entre chaque client. Forcément, le chiffre d'affaires en prend un coup, mais cela rassure les hôtes. On n'est pas resté 2 mois confinés pour rien à Paris. Et là, on a décidé de partir en week-end parce qu'il y avait toutes ces mesures de protection mises en place. Avec toutes ces contraintes, les propriétaires de ce gîte hésitent presque à rester ouverts. Les réservations post-confinement leur rapportent 30% de moins. Parmi les décisions jugées absurdes par certains, il y a aussi celles qui concernent les parcs des départements en zone rouge. Les autorités refusent toujours de les rouvrir. Une ineptie pour la maire de Paris, mais aussi pour d'autres communes confrontées à des situations, vous allez le voir, parfois ubuesques. Lucas Ajdela, Mathilde Guénégan et Sharif Souari. 2 mois qu'ils n'avaient pas vu un visiteur. Depuis hier, le château de Chantilly a rouvert et tout a été prévu pour limiter les contacts. On a mis dans chaque salle un circuit de visite de façon à ce que les visiteurs ne puissent pas revenir en arrière, ne se croisent pas. Pourtant, le parc et ses 115 hectares, lui, restent fermés. Décision de la préfecture. On a pris des précautions pour faire visiter le château. On aurait pu en prendre aussi pour visiter le parc. C'est pas très compliqué, mais c'est pas de jugement à porter après. Pas question de bouder son plaisir, mais difficile de comprendre la logique. C'est un peu bizarre parce que dans les jardins, on peut avoir plus d'espace entre les gens, mais on est très content de pouvoir visiter le château. À 10 km de Paris, le parc de la Courneuve, lui, est ouvert à titre expérimental. Pour en profiter, il faut respecter quelques consignes. Il faut circuler. Interdiction de flâner sur les pelouses. Vous savez que suite au Covid-19, il y a interdiction de s'installer dans les pelouses. Une mesure pas toujours bien comprise. Déjà à la maison, on est en famille, c'est la même personne. C'est normal. Donc on sort, on se déplace. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait partie d'une des conditions de la réouverture de tous les parcs de Seine-Saint-Denis. Malgré quelques discussions, l'expérimentation est un succès, selon le président du département. Le dialogue est assez facile, les gens respectent plutôt bien les consignes. Ils sont tellement contents d'avoir ce parc ouvert que c'est assez facile de faire respecter les consignes. Dans les allées, des habitants du département, mais aussi quelques Parisiens. Surtout qu'on habite à côté des buts de Chaumont, que c'est fermé, et que tout le monde se rassemble autour du parc sans pouvoir rentrer. Donc c'est vrai que quand il y a un parc qui est ouvert comme ça, on se dit qu'on peut en profiter. Car dans la capitale, impossible de profiter des parcs. Pour le jogging ou la trottinette, c'est juste devant les grilles. Et les quelques pelouses sur la voie publique sont prises d'assaut. Hier, ici, à un moment donné dans la journée, cette zone a été évacuée. Il y avait trop de monde. Pour éviter ces attroupements, la mairie demande la réouverture des parcs sous conditions. Avec un port du masque obligatoire, le non-accès aux pelouses, pas de pique-nique. Maintenant, il faut cesser de parquer les gens sur les trottoirs dans cette ville extrêmement dense par la chaleur qu'il fait. Autorisation refusée par le gouvernement jusqu'ici. Le ministère de l'Intérieur affirme seulement que la situation sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et puisqu'on parle de mesures dont la logique est de plus en plus contestée, je vous propose de partir chez nos voisins belges. Là-bas, vous allez voir que les règles ne sont parfois pas les mêmes d'une rue à une autre. À Bruxelles, François-Xavier Ménage et Clément Biet. Masque obligatoire devant ces quelques commerces.
à partir du numéro 1, de 8h à 18h, du lundi au samedi. Dans la rue, il y a ceux qui respectent la règle et les autres. On ne sait plus où aller, quoi. Pour porter le masque, quand et où. Trottoir d'en face, le masque n'est pas obligatoire. Si je sors de chez moi, si je monte à droite, je dois mettre mon masque. Si je descends à gauche, je ne dois pas le mettre. On est dans une situation où on ne sait pas où on va, donc c'est un peu du grand n'importe quoi. Encore plus compliqué, dans cette rue, le masque est obligatoire seulement devant ce garage. Ce client découvre les règles édictées par la mairie où les délimitations s'effectuent parfois numéro par numéro. Il faudrait des agents de quartier à chaque coin ou de police à chaque coin de rue et dire aux gens, vous l'avez pas, vous le mettez, vous n'avez pas, on vous isole, on vous... non, c'est impossible. 2 personnes? Oui. Officiellement, la mairie impose le masque là où il y a des commerces. S'il vous plaît. Et la commune offre 2 masques en tissu à tous ses habitants. Monsieur le maire, qui a plus de pouvoir qu'un élu en France, a même prévu des amendes. C'est 250 €, mais on n'en a mis aucune jusqu'à présent. Et ce n'est que dans l'hypothèse vraiment du refus agressif, de la rébellion, qu'on pourrait en arriver à cette situation. Au nord du pays, il y a plus compliqué encore. Bar-le-Duc, petite ville belge en plein territoire néerlandais. Avec la fermeture des frontières, le quotidien est devenu kafkaïen. Au total, dans cette ville, une trentaine d'enclaves, c'est-à-dire des micro-frontières. Regardez au sol, la Belgique est à gauche, ensuite des croix blanches et vous passez aux Pays-Bas. En période de coronavirus, c'est un sacré casse-tête. D'une rue à l'autre, les magasins n'ont pas les mêmes règles. Ici, côté néerlandais, les glaces sont servies sans gants, sans masque. Et pour les salariés, les déplacements sont très surveillés. Si vous êtes néerlandais, vous devez expliquer pourquoi vous passez côté belge. Et si vous êtes belge, vous devez expliquer ce que vous faites ici, côté Pays-Bas. Conséquence, chez ce marchand de tabac, malgré le déconfinement, l'activité s'écroule. Je perds entre 80 et 90% de mon chiffre d'affaires à cause du filtrage à la frontière. Confirmation à l'entrée de la ville, où la police vérifie les papiers de tous les conducteurs, y compris ceux de la rue d'à côté. Et comme tous les soirs, nous allons tenter de répondre à vos nombreuses questions. Bonsoir Yannick. Bonsoir Anne-Claire. Alors, question qui concerne justement nos voisins européens qu'on vient de voir. À partir de quand vais-je pouvoir me rendre en voiture dans les pays frontaliers de la France? Alors, les déplacements professionnels, vous le savez, sont déjà autorisés. Mais pour le reste, les frontières autour de nous vont ouvrir à différentes dates qui sont bien sûr soumises à l'évolution de la situation d'ici là. Regardez, c'est en Italie que ça va commencer, avec une ouverture le 3 juin. Puis viendront la Belgique, l'Allemagne et la Suisse, qui ont pour objectif d'ouvrir le 15 juin. Pas encore de date pour le Luxembourg, qui parle du plus rapidement possible. Le Royaume-Uni, lui, n'a pas fermé sa frontière. C'est en fait notre règle des 100 km qui nous empêche pour le moment d'y aller. Et attention, un ministre britannique vient d'annoncer que les arrivants, étrangers ou non, devront respecter une quatorzaine à leur arrivée. Et cette mesure sera réévaluée toutes les 3 semaines. Puis enfin, il reste l'Espagne, où on parle pour le moment d'une ouverture des frontières début juillet. Alors, deuxième question, très franco-française cette fois. Ma fille est étudiante à plus de 100 km de chez nous. La fin d'année scolaire approche. Nous allons devoir rendre son logement étudiant. Est-ce qu'elle peut rentrer à la maison? Oui, ça va concerner beaucoup de personnes et la réponse est oui, car quitter son logement étudiant pour retourner chez ses parents, c'est considéré comme un déménagement, ce qui permet de dépasser les 100 km. Depuis hier, il y a même une case que l'on peut cocher sur la nouvelle version de l'attestation en cas de déménagement ou pour aller effectuer un achat ou une location d'un bien immobilier. Merci beaucoup Yannick pour toutes ces précisions. Venons-en maintenant à cette décision de justice qui était très attendue par les restaurateurs. Cet après-midi, l'un d'eux a fait condamner son assureur pour ne pas avoir indemnisé sa perte de chiffre d'affaires pendant le confinement. Alors cette décision peut-elle faire jurisprudence? Réponse avec Pierre Galassio, Léa Caboche et Simon Humblot. L'avocate de ce restaurateur est en train de lire la décision du tribunal. Dans son principe. Enfin arrivée par mail. C'est une victoire collective. Et demain, la vie de nombreux chefs d'entreprise va changer. De nombreux salariés. Le tribunal de commerce lui accorde 45 000 € d'indemnité pour 2 mois et demi de perte d'exploitation, à la charge de son assureur AXA. Encore tout à l'heure, mon plongeur qui passe, Diop, qui me dit « Patron, courage ». S'il a gagné, c'est que son contrat n'exclut pas les épidémies et surtout il comporte cette garantie pour fermeture administrative, semblable à celle du 14 mars dernier. Ça, c'est ce qu'on appelle une extension qui n'est pas inclue dans le contrat de base. Et ces extensions, j'y ai souscrite. Moi, ce que j'attends de mon assureur, c'est qu'il respecte ses engagements. Est-ce que pour vous, c'est une défaite?
Non, ce n'est pas une défaite parce que c'est une décision provisoire qui ne tranche pas le sujet au fond. Si les assureurs devaient payer obligatoirement, si j'ose dire, toutes les pertes d'exploitation, ça coûte 20 milliards par mois, ça coûte 60 milliards sur 3 mois, c'est énorme. C'est l'équivalent de tous les fonds propres des assureurs en France aujourd'hui. AXA est le premier assureur des professionnels en France. D'autres, plus petits, choisissent de faire un geste envers les restaurateurs de leur propre initiative. La semaine dernière, j'ai touché donc de mon assurance 20 000 € de perte d'exploitation. C'est toujours ça. C'est sûr que par rapport au chiffre d'affaires perdu, c'est pas énorme. Une somme rapidement disponible, sans aucune démarche de la part des restaurateurs. C'était pas du tout prévu. C'était quelque chose qui ne rentrait pas dans le cadre du contrat. Mais c'est une décision qui a été prise par le groupe en soutien dans cette crise en fait. Les restaurateurs assurés contre les pandémies sont a priori une minorité. La Banque de France a lancé une enquête pour déterminer leur nombre. Parmi les grandes réflexions amorcées lors de cette crise, il y a aussi cette accélération du télétravail, un dispositif que certains aimeraient d'ailleurs pérenniser. C'est le cas de Mark Zuckerberg, patron de Facebook, qui envisage d'avoir à terme un employé sur 2 à la maison en permanence. Mais d'autres entreprises, vous allez le voir, sont encore plus avancées. Cela fait longtemps qu'elles ont en fait rendu leurs locaux. Thierry Coiffier, Vincent Pierron et Médéric Pirker. Voici l'endroit où Christian adore travailler. Son balcon. Christian, tout va bien? Oui, tout va bien. Je regarde les nouvelles de la boîte. Le télétravail. Cet ingénieur logiciel de 49 ans le pratique à plein temps, depuis maintenant 4 ans. L'entreprise qui l'emploie ne possède absolument aucun bureau. J'apprécie énormément la liberté que ça me laisse de travailler quand je veux. Le seul meeting obligatoire, c'est un appel avec mon chef toutes les semaines. Son chef, le voici. Il habite aux Pays-Bas. Quant à ses collègues... Il y en a un en Australie, 2 à Berlin, un en Ukraine. Bref, ils sont répartis dans le monde entier. En tout, près de 1300 salariés travaillent pour GitLab depuis 67 pays. Cette entreprise américaine fournit des solutions Internet aux plus grands groupes, comme IBM ou la NASA. Elle pèse près de 3 milliards d'euros. Toutes les entreprises possèdent des bureaux et GitLab en a eu aussi au début, mais ça a duré 3 jours. On a réalisé qu'il valait mieux dépenser de l'argent pour renforcer les équipes ou investir dans la recherche et le développement. Ne pas avoir de bureau nous permet aussi de recruter les meilleurs talents dans le monde entier. Les salariés se croisent physiquement au moins une fois par an, lors de grands rassemblements, comme ici à la Nouvelle-Orléans. Mais est-ce suffisant pour créer du lien social ? Un esprit d'entreprise. Le principal risque, c'est bien entendu l'isolement. L'être humain a besoin de vivre des expériences au même moment afin de pouvoir se dire que je fais partie d'un groupe, d'une société, d'une entreprise, afin de pouvoir avoir du sens et du lien. En France, une entreprise spécialisée dans le conseil en management a adopté le 100% télétravail. Pour favoriser les interactions entre salariés, elle a même créé son propre réseau social. Il est possible d'y parler de tous les sujets, y compris extra-professionnels. C'est un peu notre machine à café virtuelle. On a un outil collaboratif que nous avons développé nous-mêmes, où on peut se retrouver pour organiser Halloween partout dans le monde ou pour aller travailler sur des sujets communs. En France, 8,4 millions d'emplois seraient exécutables à distance, selon une récente étude. Une évolution en revanche absolument impossible pour plus de 19 millions de salariés. Le lieu de travail qui est aussi statistiquement le premier lieu de rencontre amoureuse pour les Français. Alors comment faire quand nous serons tous à distance? Comment continuer à draguer dans une société où le masque et la peur de l'autre ont considérablement refroidi les rapports sociaux? Eh bien, les 8 millions de célibataires seront sans doute ravis d'apprendre qu'il y a encore de l'espoir. Thomas Jarion, Frédéric Mignard et Vincent Avellaneda. Par petits groupes, on profite du soleil. L'occasion peut-être pour les célibataires d'aborder un ou une inconnue. Les mecs vont peut-être un peu plus oser parce que justement ça fait 2 mois, ils ont vu personne. Mais avec la crainte du virus... Ah, il y a une barrière qui va s'installer sûrement, oui. Ouais, c'est sûr. Enfin, je vais pas lui demander directement s'il a le corona parce que ça serait mal placé quand même. Mais t'y penseras. Ouais, j'y penserai. Ouais. Et puis il y a le masque. Est-ce un frein à la drague? Si je vais voir une fille dans la rue et que je veux l'aborder, si elle a un masque, ça va être difficile de l'aborder.
Pourtant, Tracy se fait plus accoster depuis qu'elle en porte un. Alors elle s'interroge. Non, peut-être que j'ai juste un beau regard et que je suis moche en général. Là, je commence à me dire, c'est bizarre. Cet après-midi-là, c'est plutôt à bonne distance des autres que l'on montre ses atouts. Le sport ou la musique. Ouais, ok. Passe-moi un stylo, une feuille, resserre-moi un verre, un petit whisky, des glaçons. Et si son rap ne plaît pas aux filles, Nessim a une technique quand il aborde quelqu'un. Je te propose un petit jeu. On fait un petit pierre feuille ciseaux, tout basique. Si je gagne, tu me donnes ton numéro, je perds, je repars bredouille. Pour draguer dans la rue, en pleine crise sanitaire, voici comment s'y prend ce coach en séduction. Salut. Je te coupe momentanément dans ta prise de vélo. Je sais que j'imagine qu'il n'y a pas d'inconnu qui t'a parlé depuis 2 mois. Et en fait, je t'ai vu en train de prendre ton vélo et il fallait absolument que je vienne te dire bonjour. Merci, malgré les circonstances actuelles. Port du masque et distanciation sociale respectée. J'aurais voulu te revoir autour d'un verre. Tu prends ton numéro ? J'allais prendre le tien. Pour ceux qui ont peur d'un possible râteau en public, il y a les applications de rencontres. Louisa a vu un changement pendant le confinement. Avant, on discutait très rapidement, tu veux quoi, on se rencontre, comment ça se passe. Là, on ne pouvait plus se rencontrer. Donc, on a pu avoir des conversations beaucoup plus profondes. Et maintenant, Louisa se demande où se rencontrer pour un premier rendez-vous. Pourquoi pas cette rue assez calme? Et oui, on aura 1 mètre de distance. Et qu'est-ce qui se passe si on a envie de s'embrasser? Eh oui. Ah, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas la réponse à la question aujourd'hui. Faudra improviser, quoi. C'est ça. Encore un peu de magie quand même. La magie de l'amour, éternelle et insaisissable, coronavirus ou pas. À un moment donné, peut-être on aura envie de l'enlever. Allez, il est temps de vous donner la parole et surtout la caméra. Un nouvel épisode de Ma Nouvelle Vie avec ce soir un restaurateur bien connu à Megève, le chef étoilé Emmanuel Renaud. Pour prendre sa revanche sur le Covid qu'il a immobilisé pendant de longs jours, il a mis son talent au service d'une nouvelle clientèle. Michael Guilleux, Nathalie Bednarik et Antoine Silberman. Emmanuel Renaud, chef 3 étoiles à Megève. Alors là, je vais prendre de la ciboulette. A demandé à sa fille de filmer pour nous un plaisir retrouvé. Quelques bouquets de mélisse. J'ai eu le corona, perte de goût totale, perte d'odorat. Je peux vous dire que pour un cuisinier, quand vous sentez plus rien, quand vous avez plus de goût, c'est stressant. C'est vraiment stressant parce que la cuisine, c'est des parfums. On a le plaisir d'avoir des jardins, des herbes sauvages et le goût, c'est tout. 1 mois et demi avant de retrouver ses sens. Et on mettra peut-être un petit peu de sucre, non? Ouais. De retour, le chef décide de rouvrir en partie ses cuisines pour préparer des paniers repas à emporter. Donc on prépare entre 60 et 80 menus tous les jours. Ça m'a permis de pouvoir réintégrer 4 personnes de mon équipe de cuisine. Et c'est bien parce que ça nous permet d'accueillir plein de clients qui n'étaient jamais venus au restaurant. Peut-être peur de pousser la porte. À la place des menus à 280 €, ces repas qu'il appelle bistronomiques, à base de produits frais et locaux, pour 35 €. Hey, c'est pas beau, non? Ça va me permettre de goûter à la gastronomie 3 étoiles. Et c'est très 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 gentil. Et j'ai trouvé que le rapport qualité-prix était très raisonnable. Tu me diras ça demain quand tu reviendras. Avec ses salles vides depuis mi-mars, Emmanuel a perdu 1 500 000 € de chiffre d'affaires. Une épreuve, mais le cuisinier veut aussi tirer des enseignements de cette période. Ça nous permet de repenser la cuisine différemment, une offre un petit peu différente, mais peut-être qui pérennisera par la suite parce qu'on s'aperçoit que les gens ont trouvé ça fort agréable d'avoir une cuisine, une bonne cuisine de bistrot avec des produits locaux au goût des saisons. Tiens, Clément, tu t'amènes? Pour passer cette crise, le chef a souscrit un prêt garanti par l'État. Il espère s'en remettre complètement d'ici 2 ans. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et puis en ce si beau week-end de l'Ascension, comment s'accommoder de la règle des 100 km? Vous allez voir, nous n'avons eu aucun mal à trouver de merveilleuses idées. Ce soir, elles sont particulièrement destinées à tous les habitants de Marseille et de sa région. Baptiste Guénet, Frédéric Miara et Philippe Fontalba. Un week-end au cœur de la Provence, dans le massif du Luberon. Ses routes escarpées,
ces villages perchés et un océan de verdure dans lequel nous nous apprêtons à plonger. Après une bonne heure de route depuis Marseille, premier arrêt. Hop là, en selle. Pour profiter des beaux paysages du Luberon, je vous propose de changer de moyen de transport et d'embarquer en calèche. Notre guide, c'est Olivier, un agriculteur, dresseur de chevaux. Pendant les beaux jours, il emmène les touristes à travers champs au rythme des sabots, entre Garrigues et Maquis. On a une diversité de paysages sur quelques kilomètres qui est extraordinaire. Et bien sûr, avec les saisons, tout cela change, évolue. Dès la semaine prochaine, on a la lavande qui va fleurir jusqu'à début juillet où elle va être récoltée. En attendant que le bord des routes se teinte de violet, la dominante du moment est plutôt le rouge, celui du coquelicot. Après cette matinée bucolique, c'est le moment de faire une pause déjeuner. Direction Lourmarin et l'auberge de la Fenière. Bonjour Nadia. Bonjour, bienvenue. Ce restaurant étoilé propose des repas à emporter ou à se faire livrer pour 30 €. Les commandes sont passées sur Internet. Au menu du jour, salade de courgettes et de crevettes, sauté d'agneau. Et ici, ce sont des petites tartelettes au citron végétales. Une cuisine gastronomique que cette chef et sa mère ont dû réinventer. Faire de l'emporter, c'est pas notre métier en fait. D'habitude, on est avec nos prépas, des choses très précises. Bon alors Fred, on a notre repas pour ce midi. Je te propose de trouver un coin sympa et de déguster ça. Pas besoin d'aller bien loin. À 300 mètres de là, cette pinède fera l'affaire, avec comme décor le village de Lourmarin. Bon appétit. Après ce pique-nique de luxe, nous reprenons la route à la découverte de cette terre chargée d'histoire. Ses forteresses, ses châteaux. Mais il est un site où la vie ne s'est jamais arrêtée. C'est notre prochaine étape. L'incontournable dans le Luberon, c'est l'abbaye de Sénanque, une vieille dame qui accueille d'ordinaire chaque année près de 400 000 visiteurs. Elle a rouvert ses portes le 11 mai. Venez, on vous emmène. Au fond de ce vallon, l'abbaye abrite depuis sa fondation au XIIe siècle une communauté de moines cisterciens. L'intendant du site nous emmène dans le cloître, un trésor d'architecture romane. On est sur une période de l'histoire où on revient aux fondamentaux monastiques. On n'est pas sur quelque chose où on va rendre gloire à Dieu par la matière. Rien ne doit détourner le moine de la prière. Une pierre brute, quelques motifs floraux et pas de sculpture. Enfin presque. Le seul ornement, c'est cette tête de diable. Ce témoignage qui est architectural nous renvoie quand même au témoignage des moines fondateurs de Sénanque, puisque aujourd'hui, le moine de Sénanque vit comme il vivait pratiquement il y a 1000 ans. Après cette journée bien remplie, c'est le moment de rejoindre notre hébergement et de prendre un peu de repos. Mais juste avant un dernier arrêt, pour profiter d'une vue imprenable sur le village de Gordes. D'habitude, il y a plein de touristes ici pour prendre des photos et aujourd'hui, on est un peu tout seul. Pas de touristes non plus chez notre hôte du jour. Christine vit depuis 25 ans dans cette maison typique des bergers du Luberon et classée monument historique, une borie. Elle a aménagé des chambres d'hôtes à 130 € la nuit. L'autre lieu remarquable ici, c'est la terrasse, idéale pour prendre le petit déjeuner ou l'apéro. Mon Fred à la tienne. Santé. Et on se couche pas trop tard ce soir parce qu'on se lève vraiment tôt demain. Car nous avons rendez-vous aux premières lueurs du jour. Le temps de gonfler la voile et de prendre place. Je vous invite à monter maintenant. Donc toi je vais te mettre ici et le caméraman on va le mettre devant. Avant de larguer les amarres et se laisser porter par les vents du matin. Apparaît dans cette mer verte une particularité géologique du Luberon. Les terres d'ocre aux multiples nuances de jaune et de rouge, comme ici, autour du village de Roussillon. La veine d'ocre, elle fait 25 km de long et le village a été construit sur la veine d'ocre. Toutes les maisons ont les crépis en ocre, donc de différentes couleurs, mais tout en ocre. Le Luberon, ce n'est pas seulement des paysages, du patrimoine, c'est aussi des personnages. Et ici, à Beaugneux, il y en a un. Il s'appelle Vincent et il a une boutique d'antiquité un peu plus bas dans la rue. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent connaît son village par cœur et il en fait parfois découvrir les recoins aux voyageurs de passage.
Et si vous ne le trouvez pas arpentant les ruelles, tendez l'oreille, il est peut-être là-haut, dans la vieille église. Car il est aussi carillonneur. Là, j'ai distribué, elles ont distribué. J'ai juste lancé du bonheur. Je suis sonné, mais les gens sont contents. Notre week-end, riche en sensations, se termine donc au son des cloches de l'église haute de Beaugneux, sur les toits du Luberon. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Sur LCI Canal 26, le grand journal reviendra à 23 h sur l'annonce d'un second tour des élections municipales. Ce sera, vous le savez, le 28 juin prochain sur TF1. Koh-Lanta. Mais avant, on voulait se quitter en musique pour rendre hommage à un grand chanteur guinéen décédé aujourd'hui, Mori Kanté, surnommé le griot électrique et qui nous a tous fait danser. Très belle soirée à vous et à demain.